Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le renouvelable va monter en puissance dans l'offre énergétique du Bénin. 4 centrales solaires bientôt installées. Les contrats d'exécution ont été signés dans le cadre du Millennium Challenge Account 2. Remise de chèques aux riverains de la route des pêches et occupants de sites dédiés à Plakodji aux projets touristiques et d'infrastructures. Montant des chèques de relogement, plus de 3 milliards de francs CFA. Le Bénin s'active davantage pour la lutte contre la criminalité maritime. Acteurs judiciaires et spécialistes maritimes peaufinent des stratégies pour éradiquer ce phénomène. Je l'ai annoncé en titre, montée en puissance du renouvelable dans le mix énergétique au Bénin. Les contrats de construction de 4 centrales solaires sont conclus au ministère de l'Économie et des Finances. Contrat intervenu dans le cadre du projet de coopération américaine Millennium Challenge Account. Les détails avec Alexandra Diotan et Ramatou Lawani. 4 conventions de concession prennent effet juridique à compter de ce jour dans le domaine de l'énergie. Elles portent sur la réalisation de 4 centrales solaires voltaïques dans les villes de Boïkon, Parakou, Djougou et Malonville. Le groupe Green Yellow, sorti gagnant de l'appel d'offres lancé dans le cadre du programme IPP 50 du MCA 2, a à charge les travaux. Il est important de souligner que la concrétisation du dit projet est en elle-même le résultat des réformes soutenues par les États-Unis dans le secteur. C'est une mobilisation de la communauté internationale envers le Bénin, envers le développement énergétique du Bénin, puisqu'on a noté qu'il y avait une vraie vision. C'est un signal concret de cette dynamique, puisque après l'adoption de la politique nationale de développement des énergies renouvelables, nous voilà concrètement aujourd'hui avec la transformation de cette politique en actes concrets. Green Yellow est un IPP, entendez producteur indépendant d'électricité présent dans 17 pays, dont plusieurs de la sous-région. Son expertise n'est plus à démontrer dans le domaine de l'énergie solaire. C'est une énergie domestique qui va ainsi renforcer l'indépendance énergétique du pays, mais également très compétitive. Et nous ne pouvons que saluer les orientations du gouvernement et les réalisations déjà en cours. Nos populations dans ces zones attendent de l'énergie et donc faisons tous ensemble tout ce qu'il faut pour aller très très vite. Nous sommes disponibles à vous offrir tout ce qu'il faut pour vous permettre de faire du Bénin vraiment une base sous-régionale pour que d'une part vous déployez, vous contribuez à développer les compétences locales, mais également que vous serviez de Bénin pour rayonner dans la sous-région. Green Yellow est le premier IPP solaire avec lequel le Bénin contractualise. Une mission de l'Académie France Média Monde séjourne au Bénin depuis hier. Objectif principal, expertiser les contenus et processus éditoriaux de l'ORTB. Au bout de la mission, des propositions pour améliorer la qualité de l'offre. Une mission qui complète celle de Télédiffusion France, sollicitée dans le cadre de la modernisation de l'ORTB. Les premières impressions après un début d'immersion sont à retrouver dans le sujet de Marcel Arrossi et Évariste Zomaron. Si la chaîne de télévision de service public se modernise, quel contenu va-t-elle offrir à ses téléspectateurs dans les années à venir? C'est toute la question qui fait descendre Antoine, Amsa et Thierry de France Média Monde dans les locaux de l'ORTB ce lundi matin. Premier contact avec les équipes éditoriales, c'était la conférence de rédaction. Qui est devenu hebdomadaire du fait de la pandémie de Covid-19. Mais moi j'ai vu une rédaction motivée, encadrée par des gens qui aiment leur métier, débattre d'une actualité très riche. Il y a beaucoup de sujets au Bénin très intéressants. Les transformations techniques et organisationnelles pourraient bientôt être une réalité, mais l'offre éditoriale devrait aussi préoccuper. Mais on ne peut pas oublier les contenus parce que c'est au cœur de toute chaîne d'information, chaîne de télévision, etc. Donc les contenus c'est quelque chose de très important qui doit guider la technique et la stratégie. Je trouve que vous faites déjà beaucoup de choses avec les moyens que vous avez, donc je suis impressionné de ce point de vue-là. Donc je pense qu'avec un peu plus de moyens, vous pourriez faire de grandes choses. C'est vrai que là, on a quand même des bâtiments qui sont un peu fatigués, du matériel qui
a fait son temps, donc il est grand temps, je pense, de réinvestir, et c'est le souhait qu'a aujourd'hui le gouvernement et la ministre que nous avons rencontrée. Et l'Office peut espérer des solutions d'amélioration à court terme, en attendant la grande métamorphose. Et de deux, déguerpissement, échec. Les riverains de la route des pêches de Flakodji reçoivent leur chèque de relogement sur le site touristique du village des pêches à Avlekete. Plus de 3 milliards de francs CFA déboursés par le gouvernement au profit de populations déplacées de ces sites dédiés à de grands projets touristiques et d'infrastructures. Témoin des remises de chèques, Gilles Dansou, Bruno Hoteko. Ils reçoivent leurs chèques. Ces riverains de la zone Flakodji, route des pêches. Ces populations sont relogées du fait des travaux exécutés sur les lieux. Les travaux d'aménagement pour rendre plus attrayants ces différents espaces. Ces sous, c'est pour vous accompagner. Ce ne sont pas des dédommagements. Parce que vous n'avez aucun document pour nous apporter la preuve que c'est votre terre. La terre n'appartient qu'à l'État. Il faut que ce soit clair, nous sommes conscients. La NDF, Agence nationale du domaine et du foncier, a fait un travail pour aboutir à ce résultat. Sur le site de Flakodji, nous avons 368 chèques délivrés sur 368. Et sur le site Route des Pêches, on a 270 chèques délivrés sur 326 dossiers collectés. Je voudrais passer par votre canal pour inviter les retardataires, ceux qui n'ont pas encore déposé leur dossier, de se rapprocher de nous pour déposer leur dossier, pour se faire dédommager. Je voudrais vous inviter également à éviter de passer par les bénéficiaires. Nos bureaux sont ouverts. Vous pouvez venir directement chez nous pour ne pas vous faire arnaquer. Le préfet du littoral revient sur le bien fondé de cette initiative du gouvernement qui revêt tout son sens. Est-ce que nous allons continuer à nous installer anarchiquement comme on le faisait par le passé? Occuper le littoral, à titre d'exemple, qui est source potentielle de richesse pour nous, mais qui est déjà source de richesse partout ailleurs, où ils ont la chance d'avoir la mer. Continuer de polluer cet environnement, parce que quand vous observez ce qui se passe au Bénin, c'est généralement les gens démunis qui se retrouvent au bord du littoral, par superstition ou par condition, tandis que dans d'autres pays, c'est les plus grandes fortunes qui sont installées sur le littoral. Les bénéficiaires promettent en faire un bon usage et remercient le gouvernement béninois. Parlant de littoral sur le front de mer, le Bénin s'active pour la lutte contre la criminalité maritime. Spécialistes maritimes et acteurs judiciaires réfléchissent aux meilleures stratégies à mettre en œuvre pour éradiquer ce phénomène. Un document de stratégie est conçu. Il est question aujourd'hui de le passer au crible avant de le mettre en route. Les différents acteurs concernés s'y attellent à Cotonou. Pour en savoir un peu plus, suivons le sujet de Wenceslas Arwaimon et Ricardo Loïc Pekou. Cet atelier de 5 jours qui réunit les acteurs maritimes et judiciaires vise à leur permettre de finaliser et de valider les procédures opérationnelles standards et harmonisées. Sous la coordination de la préfecture maritime, les participants vont travailler à parfaire le document. Nous sommes à un dernier tournant, voire nous sommes sur la bonne voie. Depuis notre atelier de Grand Popo jusqu'aujourd'hui, nous avons eu un draft grâce à votre implication personnelle. Pour l'avoir bien commencé, nous avons le droit d'espérer qu'au terme de cet atelier, l'objectif de départ sera atteint. Mesdames, Messieurs, je voudrais en cette circonstance rappeler l'importance de ce document qui a pour finalité le renforcement des capacités des acteurs judiciaires afin de les préparer à poursuivre efficacement les actes de criminalité maritime et la coordination nationale entre les principales entités impliquées dans la lutte contre la criminalité maritime. Le document sera validé vendredi prochain et présenté au garde des Sceaux. L'agriculture béninoise entre dans une nouvelle dimension. Message incitatif porté par le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche à travers sa tournée dans les terroirs pour la campagne agricole en cours. On retrouve Gaston Kossidossoui à l'étape de Djougou. Sur cette trace, Ghislain Boguet, Rosemont Tchapé. Nous avons accueilli
fortement et avec joie le projet de sédentarisation. Le projet de sédentarisation parce que les conflits sanglants se multiplient entre agriculteurs et éleveurs, parce que les champs sont détruits et les bêtes tuées. Le gouvernement béninois et son chef ont trouvé la solution au problème. Ici à Bariénou, dans la commune de Djougou, la ferme agro-pastorale Isohana de Kounenjessi accueille beaucoup d'étudiants en agronomie venus des universités. Nous avons 8000 pondeuses, environ 1500 poulets Goliath. Nous avions également la cuniculture, environ 350 têtes. Nous faisons également l'apiculture. Et nous avions aussi les bovins. Gaston Dossoui explique ici le changement de paradigme qu'a mis en route Patrice Talon et son gouvernement dans le secteur de l'agriculture. Ce que nous voulons faire aujourd'hui des lycées agricoles, ce n'est plus les écoles où on va s'asseoir pour entendre parler de agriculture, mais c'est les centres où on va former les gens à l'agriculture, aux nouvelles technologies, pour produire mieux, pour produire grand, pour produire qualité. Ici à Isohana, les étudiants sont en application de la théorie, en production végétale et en production animale. Nous sommes venus ici pour pouvoir mieux pratiquer, mieux apprendre. De cette ferme, le ministre de l'Agriculture, Suranché Traoré. Il n'a jamais mis pied à l'école, mais nous sommes dans son anacardière de 115 hectares. Cette année, il fait 40 hectares de coton, 80 hectares de soja, 20 hectares de maïs. Gaston Dossoui est allé voir le site où sera construit bientôt le lycée agricole de Djougou. Autant d'exploits agricoles, ça fait rêver. Le Canada et le Bénin célèbrent 60 ans de coopération. La cérémonie dédiée s'est tenue dans l'une des villas cossues de la Seine-Sade. Les deux parties ont mis un point d'honneur à l'occasion à réaffirmer la qualité des liens de coopération entre les deux pays. Les échos avec René Kofi et Dimas Tokounou-Visson. Un gâteau d'anniversaire qui symbolise les 60 ans d'amitié entre le Bénin et le Canada. 60 ans de relations diplomatiques et de coopération sous toutes ses formes. Avec le Bénin, le Canada travaille sans relâche pour promouvoir les valeurs de l'égalité entre les sexes. Nous travaillons aussi à renforcer nos relations commerciales et à construire avec le Bénin un monde plus juste, plus inclusif, plus prospère et durable. En effet, l'éducation et la formation est la pierre angulaire qui nous aiderait à lutter contre les enjeux communs de demain et à bâtir le meilleur lendemain. Occasion pour les deux pays de renouveler leur engagement pour un partenariat plus florissant. Les relations diplomatiques bénino-canadiennes ont connu ces dernières années un regain de dynamisme souhaité à travers la mise en œuvre des projets de développement socio-économique, notamment avec la signature entre 2013 et 2022 de 23 nouveaux projets de coopération dont le financement est estimé à 100 millions de dollars canadiens, soit 45 milliards de francs CFA. Nos deux gouvernements continueront, j'en suis convaincu, de travailler de concert à la consolidation des acquis de notre coopération bilatérale et à aplanir les éventuelles difficultés pour y parvenir. Ma formation, mon métier, mon avenir, un nouveau projet financé par le Canada au Bénin est annoncé. D'un coût d'environ 7 milliards de francs CFA est prévu pour une formation de 6 mois. Ce projet vient consolider les liens entre les deux partenaires. Le ministre de l'Agriculture l'évoquait il y a un instant. On revient sur le sujet de la professionnalisation des cursus de formation. En mars 2021, le Parlement examinait la loi consacrée à la stratégie nationale de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle au Bénin. Depuis quelques semaines, les acteurs impliqués la passent au peigne fin pour mieux se l'approprier. Pareil pour les partenaires techniques et financiers du Bénin. Comment se dessine leur implication dans sa mise en œuvre? Voici quelques éléments de réponse dans le sujet de Blaise Adampo et de Daniel Ada, Ezekiel Diako. Le dispositif de formation par alternance. Lentement, mais sûrement, les acteurs impliqués dans l'enseignement et la formation technique et professionnelle
s'approprie le contenu de la loi 2022-01 du 25 janvier 2022. Elle sert de loi cadre pour la nouvelle orientation de l'éducation nationale avec un accent mis sur l'implication du secteur privé. L'ADER travaille pour que ce dispositif de formation par alternance, ce mode de gouvernance qui va impliquer effectivement le secteur privé, soit une réalité dans notre pays. À la table des discussions et d'échanges, les partenaires techniques et financiers. Durant 3 demi-journées, chers partenaires, vous aurez à examiner l'ensemble des dispositions de la loi cadre avec une attention particulière. Dans le cadre de l'amélioration de l'employabilité des formés de l'EFTP, le gouvernement a pris la décision de rendre obligatoire la formation par alternance dans tous les établissements de FTP. Il nous revient d'organiser ce dispositif qui consacre la dualité de la formation professionnelle dans tous les secteurs d'activité entrant dans le champ prioritaire. La loi cadre, constituée de 48 articles regroupés en 5 chapitres, a été soumise au Parlement pour examen en mars 2021. Cette loi apporte des innovations. Il s'agit notamment de la mise en place d'une approche éducative inclusive et holistique et de la régulation des flux en inversant la tendance en faveur de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle. Cotonou va accueillir un événement numérique international du 7 au 9 juillet à travers la première édition du CENIA, le CENIA, ou Salon national de l'entrepreneuriat et de l'intelligence digitale. En prélude à l'événement, le secrétaire général adjoint du ministère du numérique et de la digitalisation nous éclaire sur les attractions attendues à ce grand rendez-vous du numérique au Bénin. Gaspard Datonji est au micro de Général Afouda Monsia-Boka et de Brice Chibozo. Le Salon de l'entrepreneuriat numérique et de l'intelligence artificielle est un salon multisectoriel d'envergure internationale dédié à tous les acteurs nationaux, sous-régionaux et internationaux des technologies de l'information et de la communication, de l'entrepreneuriat numérique et de la donnée et de l'intelligence artificielle. Le résultat attendu du CENIA est d'impulser un élan à l'émergence de l'entrepreneuriat numérique innovant au Bénin. Il se tiendra du 7 au 9 juillet 2022 au Palais des Congrès de Cotonou. Les activités organisées à l'occasion des 3 jours du salon permettront de présenter les innovations, les solutions et les idées prometteuses dans le secteur du numérique, offrir aux participants un cadre d'affaires entre professionnels du secteur du numérique. Les cibles du CENIA sont aussi bien les entreprises publiques, privées, la société civile, les étudiants, les structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat innovant, les institutions et organisations internationales, ainsi que le grand public. La participation est libre, elle est gratuite. Les inscriptions pour la participation se font à l'adresse cenia.bj et les modalités de participation des entreprises sont communiquées en écrivant à l'adresse mail info@cenia.bj ou en contactant le secrétariat du comité d'organisation au 65 721 271. À présent, les échos d'un drame intervenu à Ouessé, dans le département des Collines. 5 morts dans une famille de 7 personnes. On va retrouver sur place un confrère d'une radio locale, Léon Toumoudagou. Bonsoir. On parle d'intoxication alimentaire. Que sait-on 24 heures après le drame des conditions dans lesquelles il est survenu? Oui, Ozias Sounou, vous, la famille Ounsouno s'est rendue à la ferme. Vous savez, les populations de Ouessé, pendant la saison pluvieuse, se rendent dans les fermes pour y pratiquer des activités champêtres. C'est alors que samedi, donc, la famille s'est rendue à sa ferme et la plus grande fille a remarqué que l'huile qu'elle avait laissée la dernière fois a pris un peu de volume. Négligente, elle n'a pas poussé un peu plus sa curiosité. Le soir, ils ont préparé de cette huile-là avec une sauce de légumes. La nuit leur a été beaucoup difficile. Ils se sont tous plaints sur les 7 de maux de ventre atroces, de douleurs très atroces.
et le temps de rejoindre l'hôpital, la première fille est même décédée. Puis aujourd'hui, la présumée intoxication a décimé 5 personnes des 7. Actuellement, c'est 2 personnes qui suivent des soins intensifs au centre de santé de Ouessé. Alors, nous avons un peu plus poussé notre curiosité et un fait social s'interpose dans cette histoire de présumé empoisonnement. Il paraîtrait que le père Hunsono avait un problème avec un de ses voisins qui les avait même conduits auprès des autorités locales pour règlement à l'amiable, mais tout le monde pensait que c'était fini et ce rebondissement donc oriente alors les soupçons de ce côté-là pour savoir si prétendument le rival n'aurait pas dû faire quelque chose. À l'heure là, les soupçons pointe le regard de ce côté-là pour savoir est-ce que entre-temps quelque chose ne se serait pas passé. Nous n'en savons rien. Nous vous reviendrons sûrement un peu plus en détail pour d'autres compléments. Entre donc origine criminelle et accidentelle, on soupçonne, c'est un fait constant visiblement, Léon Toumoudagou, une intoxication alimentaire. Les cas sont hélas nombreux dans ces contrées, notamment dans le septentrion. Pourquoi ce phénomène se multiplie-t-il et les populations sont-elles sensibilisées à des comportements préventifs, Léon? Oui, Ozias Sounouvou, nombreux sont ces ONG-là, ces partenaires qui ne cessent de mener des sensibilisations intensives à l'endroit des populations paysannes de Ouessé pour éviter de ces cas d'intoxication alimentaire-là. Elles sont effectivement légion dans nos zones rurales. Du fait des mauvaises manipulations, les populations qui quittent leur habitation pour les fermes n'ont pas véritablement un cadre un peu plus approprié pour la conservation des produits alimentaires et même des produits de champ. Je veux nommer par exemple les insecticides, les herbicides, et donc la mauvaise manipulation beaucoup plus fréquente à ce niveau-là engendre des cas beaucoup plus déplorables. Les radios font ce qu'elles peuvent, les organismes sanitaires font aussi ce qu'elles peuvent, mais nous sommes toujours en retard et puis le pire est souvent là, tel que actuellement 5 victimes. Prions pour les 2 autres qui restent aux Ozias Sounouvou. Merci Léon Toumoudagou, correspondant de l'ORTV dans cette contrée. Merci de nous suivre de très près. Eh bien, cette actualité. À présent, on parle de sport avec le ministre des Sports, Oswald Omeki, qui, accompagné du président de la Fédération béninoise de football, Mathurin Deschacus, est allé à la rencontre ce vendredi dernier, des arbitres officiants dans les différents championnats nationaux de football au Bénin. À ces arbitres, les nouvelles réformes de l'État sont présentées pour professionnaliser leur métier avec à la clé, eh bien, paiement de primes et des salaires et bien sûr des primes d'hébergement aussi. Ezekiel Diakou et Bernard Djobé nous éclairent davantage. Lors des différentes rencontres des championnats nationaux de football masculin et féminin, les hommes en noir ont joué un rôle primordial, acteurs indispensables de la professionnalisation du sport roi béninois. Ils sont désormais pris en compte dans la mise en œuvre de la réforme du gouvernement. De votre désignation au match, vous n'avez plus aucun contact avec les présidents de club, quels qu'ils soient. Quand vous allez au match, vous terminez votre match, vous validez comme d'habitude vos feuilles de match, vos rapports, etc. Ça déclenche le paiement de votre prime par la fédération et ceci par transfert électronique. Donc, ces ressources sont payées sur vos téléphones portables et le soir même du match. Avec cette méthode, les arbitres doivent encore faire plus dans leur profession afin d'éviter chaque week-end d'être au cœur des polémiques. Ce ne sera plus seulement l'instructeur ou l'inspecteur qui est envoyé par la commission, mais nous allons mettre en place un système vidéo où nous allons faire la captation de presque tous nos matchs. Mais en dehors de ce système vidéo, même une vidéo amateur filmée par n'importe qui dans le public peut être une pièce à conviction. Si vous commettez une faute, vous êtes sanctionné sur la base de barème que la fédération appliquera. C'est très beau. Je suis fier de vous et que c'est sur notre mandat que l'État veut mettre à votre disposition les moyens pour que vous soyez sérieux. Vous avez la responsabilité de respecter votre discipline et de respecter la fédération qui vous a choisi, qui vous a formé. Le ministre Omeki annonce qu'un comité de suivi et de contrôle sera mis en place
et ceci incessamment. Vacances riment avec évasion et loisirs pour les jeunes et par ces temps-ci, l'une des distractions favorites des jeunes, c'est le football. Et si vous avez du temps, faites un tour au stade René Pleven ou au terrain de Midombo pour voir les jeunes des 13e arrondissement de Cotonou à la 2e édition du tournoi de l'indépendance. D'ailleurs, le coup d'envoi a été déjà donné ce week-end sous les yeux de Blaise Adampo et d'Ézéchiel Diaco. L'équipe du 2e arrondissement de Cotonou en rouge débute bien le tournoi de l'indépendance édition 2022. Face à son adversaire, le 5e arrondissement, les rouges s'imposent sur la petite des marques 1-0 et s'offrent les 3 points du match. Tout s'est joué en première partie sur la pelouse synthétique du stade René Pleven. En seconde partie, les attaquants des deux côtés manquent de réalisme. Des occasions pour faire le break, aux occasions pour revenir au score, toutes sont hors cadre. Malgré qu'on a gagné, notre attaque a pêché. On a perdu beaucoup d'occasions. Donc il va falloir qu'on travaille beaucoup devant les buts. On n'a pas eu de temps pour préparer l'équipe. Ça a fait que ce soir, les joueurs qui sont là, c'est juste un match test pour eux. Et en attendant qu'on travaille pour que la seconde rencontre, ça soit plus intéressant. La compétition a pour parrain Patrice Alakpato. L'opérateur économique reste fidèle à ses habitudes d'accompagner le gouvernement à travers le football. En tant que passionné de sport, je me suis lancé dans ces batailles en dédiant ce tournoi de l'indépendance. Nous sommes à notre 2e édition et grande est ma joie de voir les autorités autour de moi. Bonne fête du football à tout ce monde qui est ici. La 2e édition du tournoi de l'indépendance réunit les équipes des 13 arrondissements de Cotonou et les matchs se déroulent à René Pleven et sur le terrain de Midombo. Retour dans ce journal sur le 24 juin, c'est la solennité de Saint-Jean-Baptiste. Selon le calendrier romain au Bénin, c'est aussi la fête des Tolinou, les habitants de Tori, l'une des communautés originelles du département de l'Atlantique. Ils, les fils et filles Tolinou, ont répondu nombreux cette année à la 64e édition de la messe d'action de grâce consacrée à leur fête de retrouvailles. Témoin, Marcel Arrossi. 2 événements en un. Retrouvailles de l'ensemble des communautés de Tori-Bocito et solennité de Saint-Jean-Baptiste, nom que porte cette paroisse sexagénaire. Toutes les fois, nous célébrons Saint-Jean-Baptiste, nous célébrons en même temps la naissance de Jésus-Christ. En célébrant la Saint-Jean-Baptiste, nous célébrons notre héritage chrétien. Marcher dans l'unité pour préserver l'héritage, ces souhaits et conseils du Père célébrant semblent toucher les cœurs. Rien ne se fait dans la division. On n'est jamais heureux tout seul. On est heureux lorsqu'on vit en frère. Je souhaiterais que tout Tori comprenne que le développement passe d'abord par l'union, l'unité. À l'appel de ce rassemblement, c'est tout Tori qui est représenté et pas que des fidèles catholiques. C'est une fête qui a pris sa source au niveau de l'église catholique de Saint-Jean-Baptiste et qui mobilise la communauté chrétienne catholique et toute la communauté de Tori-Bocito. Depuis 1958 à ce jour, nos pères fondateurs nous ont légué cet héritage et nous avons pris le flambeau. Le maïs et l'arachide qui forment le mets traditionnel à ce rendez-vous sont dégustés malgré la sobriété des manifestations et pour l'an prochain, le comité d'organisation promet bien plus. On se quitte avec le sourire sur ces images festives. Merci pour votre fidélité. Merci à toutes les équipes qui ont contribué à cette livraison de l'actualité. Bonsoir chez vous.